La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News. Public aimé, bonjour. C'est un honneur d'intervenir après Olivier Schrammeck, président du CSA. J'en suis très honoré, donc je vous remercie de cette opportunité. Honoré aussi de me retrouver devant vous, par terre de grands professionnels, certains que je connais de longue date. C'est ma première venue ici. Merci de m'accueillir de cette manière. Ça me touche. Donc merci Philippe Chapeau, merci aux équipes, merci à vous tous. Alors je suis là dans le temple de la RNT. Bon, donc je vais faire au mieux. Depuis des années, la radio du futur est en débat. Et c'est vrai que entre nous, il est question, et avec les pouvoirs publics, de normes de diffusion. Ce sont des décisions importantes. Et c'est pour ça que je vais commencer par faire référence à un autre débat de normes qui a eu lieu jadis. C'était au cours des années 70. Il y a eu un choix très important qui devait être fait sur le protocole de communication entre les machines. Il y avait déjà la commutation par paquet qui existait, c'est-à-dire la faculté de transmettre des petits messages, de découper un message en petites unités, de leur mettre une adresse et de les transmettre sur le réseau. Mais comment est-ce qu'on allait faire? Il y avait deux protocoles qui s'affrontaient. Un premier protocole, c'était le protocole X25. Le protocole X25 permettait la commutation par paquet en mode point à point. Donc on recréait finalement virtuellement ce qu'était le réseau de télécommunications traditionnel. Puis il y avait un autre protocole qui était peu fiable, qui était jugé non sécurisé et relativement dangereux d'ailleurs, puisque n'importe qui pouvait l'utiliser, qui était le protocole TCP/IP, le protocole Internet. C'est X25 qui a été adopté, et pour des raisons, quand on regarde les débats de l'époque, qui sont parfaitement légitimes, et je pense que tous dans cette salle, nous aurions rejeté, à part quelques-uns, le protocole TCP/IP. Qu'est-ce que nous donna X25? Il nous donne à l'avance du Minitel. Il nous donna la faculté de construire un des premiers réseaux de télécommunications populaires au monde. Maintenant, il dut céder devant la montée en puissance des réseaux IP. Et une partie peut-être du retard qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine du numérique, ce qui fait que nous ne sommes pas aujourd'hui une puissance numérique au niveau de la puissance industrielle et économique que nous sommes, vient peut-être aussi du choix de cette norme. Donc les choix de normes façonnent le destin. Alors qui avait choisi cette norme X25? Les opérateurs publics et privés, les administrations, 5 grands pays, y compris les États-Unis, avec la norme Telnet, toutes les organisations internationales, le CCIT, l'UIT pour sa partie télécommunications. Qu'est-ce qui a fait perdre le monde entier, les gens les plus intelligents, les experts, et finalement également tous les capitaux publics et privés qui y étaient engagés? C'est l'effet réseau, l'effet du réseau. L'effet réseau statue que la valeur de chaque machine en réseau est égale au carré du nombre de machines du réseau. Alors je vais le dire en français, si vous avez 10 machines qui sont connectées entre elles, on dit que la valeur de chaque machine est de 10 au carré, c'est le nombre de machines, ça fait 100. Bon, vous rajoutez une 11e machine, ça fait 11 au carré pour la valeur de chaque machine, ça fait 121. Vous avez simplement ajouté une machine et chacune des machines a vu sa valeur, son potentiel augmenter de 21%. Alors qu'est-ce que c'est cette valeur? C'est simple, un téléphone déconnecté du réseau ne sert à pas grand-chose, on peut jouer à Candy Crush, mais pas grand-chose. S'il est connecté au réseau, on peut changer le monde. On voit bien cette notion de valeur. Donc l'effet réseau, il est valable pour les machines, c'est pour ça qu'il y a eu très vite des réseaux d'ordinateurs. Mais il est valable aussi pour les réseaux, puisqu'on peut faire un interréseau, en français Internet. Donc on peut aussi relier les documents entre eux et en faire un réseau de documents, ça s'appelle le web. On peut faire des réseaux de personnes, ça s'appelle les réseaux sociaux. On peut faire des réseaux de services, et ça donne ces grandes puissances et ces grandes alliances de services du numérique qu'on voit aujourd'hui, où chacun des services renforce l'autre. Et si demain, l'un d'entre nous décidait de lancer un service de cartes, un merveilleux service de cartographie, il devrait se heurter à un service où la carte serait reliée à l'agenda, au carnet d'adresses, au trafic, au GPS, au service de courrier, à un service de commerce en ligne, etc. Donc l'effet réseau, c'est ce qui fait aujourd'hui la puissance de ces grandes alliances que nous avons en face de nous.
les logiciels qui pilotent les machines, puisqu'on peut avoir aujourd'hui le même noyau logiciel dans un frigidaire, dans une automobile, dans un téléphone mobile. Eh bien, ces réseaux, ces systèmes d'exploitation qui se mettent aujourd'hui en réseau, c'est là toute la clé de la valeur des objets connectés. Et puis, c'est aussi valable pour les données. Pour l'instant, on nous parle de données personnelles, mais la vision montante, c'est de dire ces données personnelles, en fait, elles ne déterminent pas que seulement l'individu, elles se déterminent mutuellement, elles sont liées les unes aux autres, et donc évidemment elles prennent de la valeur lorsqu'elles sont contextualisées, et donc les données personnelles sont aujourd'hui en réseau. Et donc, après des débuts modestes, qui faisaient d'ailleurs sourire les tenants du X25, le protocole ouvert, incertain, bricolé, a gagné sur le protocole fermé, sûr et de qualité. C'est la victoire du désordre, puisque le désordre, en fait, était un ordre d'ordre supérieur. Le nombre de machines et d'appareils reliés au réseau est passé de 200 millions en 2000 à 15 milliards en 2015 et sera de 40 milliards en 2020. C'est absolument vertigineux et cet effet réseau emporte tout. À cette exponentielle s'ajoute la montée en puissance de l'informatique à prix constant. Entre 1995 et 2015, les progrès conjugués des technologies et des logiciels ont multiplié par 43 millions de fois la performance à prix constant des machines informatiques. Et cette capacité doublera l'année prochaine. Alors c'est une révolution industrielle, on dira. Mais le charbon, le pétrole, l'atome ont transformé nos sociétés, mais je dirais de manière asymptotique. J'ai vu tellement de matériel technique que je peux vous parler d'asymptote ici, je pense que tout le monde comprendra, c'est-à-dire ces courbes qui montent et puis à un moment donné, elles atteignent une sorte de plafond, c'est-à-dire la somme d'efforts à engager est de plus en plus forte pour des progrès qui sont de plus en plus faibles. Et nous sommes habitués à ce type de révolution industrielle. En réalité, la révolution dans laquelle nous sommes engagés n'est pas asymptotique, elle est exponentielle, c'est-à-dire d'accélération constante. Donc toutes ces révolutions, c'était une mise en jambe. La grande accélération, c'est maintenant. Donc voilà ce dans quoi nous sommes engagés. Et c'est très difficile, le futur. Moi, j'ai écrit un livre en 92 qui s'appelle « La radio du futur », dans lequel je ne cite pas une fois le mot Internet. Donc vous voyez avec quelle modestie et humilité je me présente devant vous. Je me suis dit qu'il faut que je trouve un détecteur du futur. Il faut que je trouve le moyen de savoir quand même qu'est-ce qui va se passer. C'est tellement capital de réduire cette incertitude. Et alors j'ai trouvé deux trucs. Le premier truc, c'est le futur, c'est ce que je méprise, c'est ce que j'ignore, c'est ce que je dénigre. Regardez comme de grandes radios de jadis ont dénigré la FM que nous sommes, l'ont méprisée, l'ont ignorée. Voilà, aujourd'hui, ça se passe autrement. Le futur, il est déjà là. Il se cache dans les coins. C'est ce qu'on veut pas voir. C'est ce qu'on considère comme marginal, comme négligeable. Et chaque fois que moi-même, j'ignore, je méprise, je mets de côté quelque chose, je considère que c'est mon futur. C'est un bon exercice. La deuxième chose, c'est que personne ne gagne. Le futur, c'est quand tout le monde a perdu. Le futur, c'est quand finalement, la théorie qu'on portait, le projet qu'on portait, il s'est mêlé aux autres. C'est un hybride qui sort. C'est quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose dans lequel tout le monde a perdu et tout le monde a gagné. Donc il faut déjà prendre en compte dans notre vision du futur le fait qu'on va perdre. Maintenant, le tout est de savoir comment. Comment est-ce que les historiens du futur verront-ils notre époque? Alors d'abord, nous sommes dans les années 10. Alors on dira, oui, mais les années 10, c'est 1900. Non, non, non. Dans le futur, ça s'appelle les années 10. Les années 10, 21e siècle. Comment est-ce qu'on verra les années 10? On dira que la clé, c'était les réseaux. Et qu'il y avait un grand affrontement qui avait lieu. C'est ces alliances de services qu'on connaît, qu'on voit montantes. Elles sont en train de devenir des États. Les réseaux deviennent des États. Et les États, eux, tardent à devenir des réseaux. Et c'est dans cette grande tension que nous trouvons. Ce changement est tel qu'il va remettre en question nos sociétés, nos modèles économiques, jusqu'à notre définition de l'être humain. Ça m'arrive de donner des cours dans des écoles, des grandes écoles, des petites, de toute taille en fait. Et j'aime bien faire ça. Ça m'amuse et puis j'aime bien échanger avec les étudiants, comme chacun qui a l'occasion de le faire peut l'imaginer. Et je leur dis la chose suivante. Quand j'étais à leur place, dans les années 70, mes compétiteurs, mes alliés, mes rivaux,
la cohorte avec laquelle j'allais partager la vie, ils étaient sur les bancs. Donc, enfants du baby-boom, on était très très nombreux, 50 élèves par classe. Bon, on y est arrivé pour certains. Enfin bon, en tous les cas, la cohorte était là. Tous mes concurrents et tous mes alliés étaient là. Ensuite, dans les années 90, il faut changer un peu la chose. Parce qu'il y a des concurrents qui sont peut-être en Chine. Il y a des concurrents qui sont peut-être en Inde. Ça s'appelle la mondialisation. Et aujourd'hui, quand je me retrouve face à un parterre d'étudiants, mais leurs concurrents, ils sont dans leur poche, c'est des algorithmes, c'est des robots. Et en fait, l'essentiel de leur compétition est inhumaine. Et c'est la première génération qui aura à affronter ça. Alors certains disent, après l'appli, le beau temps, c'était le moment d'humour que vous attendiez tous. Mais c'est pas vrai pour tous. La moitié des emplois du tertiaire sont menacés à 20 ans par l'arrivée en force des machines en réseau. Ce que la mondialisation a fait aux classes populaires, Internet va le faire aux classes moyennes. Alors, qu'est-ce qui va advenir de nos radios et de notre petit monde si sympathique aujourd'hui réunis? À la fin des années 90, j'écrivais un texte qui s'intitulait « Internet de l'aquarium à l'océan ». Et j'expliquais que nos écosystèmes fermés allaient être plongés dans un océan numérique qui allait tout changer. Et on le sent, ce changement. La montée des services musicaux et des flux, en français streaming. Mais en face de nous, une compétition nouvelle. Les algorithmes de programmation musicale, d'ailleurs, qui s'appuient sur des sources infinies, semblent répondre à tous les besoins. Et pourtant, je crois que nous n'avons jamais été aussi forts. Parce que, qu'est-ce que c'est la radio? Elle répond d'une double essence. Une relative à son fond, l'autre à sa forme. Pour l'essence de fond, la radio, c'est une présence sonore. Et présence, ça veut dire deux choses. C'est la coexistence auprès de moi d'un autre être humain avec lequel je partage l'instant présent. C'est tellement important, ça. Et la radio est à la fois cette humanité et cette immédiateté. La radio, c'est ce lien sonore entre l'autre et moi au même moment. Alors, il y a un mot allemand qui décrit ça. Je faisais une lecture d'un auteur que je vous recommande à tous, tellement il est extraordinaire, qui s'appelle Pierre Hadot, qui est décédé récemment et qui écrivait un livre qui s'appelle « N'oublie pas de vivre », qui est un beau titre, c'est ça qui nous inspire. Et il parle d'une lettre de Goethe, que Goethe écrit à son ami Zelter, et lui fait part d'une méditation sur le présent. Et il traduit le mot « présence » par le mot allemand qui est « Gegenwart », et il dit « c'est absolument intense ce que je ressens de ta présence en ce moment ». C'est vraiment la notion de présence. Nous, on répond présent, et en même temps, c'est le présent. C'est ça. C'est ça, la radio. C'est cette présence sonore. Et elle ne vaut que dans l'instant et dans l'intensité humaine qui se déroule à cet instant-là. Ça, c'est le fond. Maintenant, la forme. La forme, c'est d'abord la voix. Et là, je vais faire appel à une de mes références les plus importantes, le film La Reine des Neiges. Dans ce film, on fait plein de choses. Des flocons de neige, des chevelures, des flocons de neige sur de la fourrure. En termes de puissance de calcul, c'est absolument démentiel. On voit même de la fumée qui nécessite des algorithmes d'une puissance jadis inconnue. Mais les voix, c'est des gens. Ah bon? On peut tout faire. On peut faire l'œil, qui est notre organe quasiment le plus compliqué. On peut le piéger. Aujourd'hui, vous voyez un océan numérique. Qu'est-ce qui le différencie d'un océan réel? On ne sait plus faire la différence. Mais la voix, tout de suite on sait. Tout de suite, on sait que Siri, c'est un clown. On le sait. C'est pas grave. Cortana aussi. Bon. Mais on voit bien qu'il manque quelque chose. Et donc, c'est cette force-là, la radio. C'est la force de la voix. C'est cette humanité qui est si forte. Donc, pour moi, la force de la radio, c'est l'absence d'image. Donc nous sommes, avec cette conversation, cette présence instantanée, ce lien d'humanité qui est distant, invisible, proche, imaginé, etc. Qu'avons-nous connu pour la radio? Nous avons connu un âge, avec le développement de l'AFM, développement des réseaux, développement de nos stations au niveau local, régional, national. On a connu un grand âge du conformisme. Pour avoir une autorisation d'émettre, voilà. Bon, il faut faire un dossier, mais il y a plus de grandes chances de l'avoir si on ne dérange pas, si on est conforme, si on est tout simplement sympathique et qu'on rentre dans l'air du temps, plutôt que si on est le vilain petit canard. Bon. Et donc, il y a eu un énorme filtre qui fait que c'est le conformisme qui a tenté
et en tous les cas qui avaient un avantage certain pour prendre les premières places. Si vous êtes un annonceur, c'est pas que l'administration qui est consternée. Si vous êtes un annonceur, vous êtes toujours à dire, bah, attends quand même, ma publicité, faut qu'elle soit dans un certain contexte, etc. Et tout le développement des réseaux, tout le développement en fait de la radio, à quelques exceptions près, hein, vous en connaissez quelques noms, mais c'est le développement du conformisme. En fait, nous avons tous cherché pendant près de 20 ans à ressembler à des machines. Pour la programmation, pour nos interventions à l'antenne. Attends, tu dois dire quelque chose, mais pas plus de 10 secondes, hein, parce que c'est pas possible. Hein, voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché. C'était pour nous le professionnalisme. Plus tu ressembles à un disque dur, plus c'est chouette. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Exactement l'inverse. Aujourd'hui, tout ce que vous faites qui est prévisible, qui ne surprend pas, où votre part d'humanité n'est pas présente, qui est lié à un traitement informatique sans que vous ayez la possibilité de le bouleverser, est perdu. Les radios qui sont des clés USB de chanteurs morts sont perdues. Les radios qui sont des playlists iTunes sont perdues. Les radios avec des animateurs inconsistants qui disent simplement des débilités pour entretenir quelque chose qu'on ne sait pas sont perdues. En fait, la force maintenant, c'est la radio vivante. Et c'est l'âge de la radio vivante aujourd'hui, alors que sa pire époque, c'était l'âge du conformisme d'avant les réseaux. Donc, les radios machiniques qui ont triomphé jadis seront emportées par les algorithmes. Ce qui nous amène, parce que vous voyez que c'est un cours de philo, à une définition de la personne humaine. J'étais très intéressé à définir qu'est-ce que c'était l'être humain. Et je me suis aperçu, voyant toutes les définitions, que chaque fois, il y avait au moins une personne qui était exclue de cette définition. Dès lors qu'on définit l'être humain et qu'il y a une seule personne exclue, cette définition est fausse. J'ai trouvé finalement que l'être humain était un devenir permanent. C'est-à-dire une extraordinaire faculté de transformation, de choix, et que cette faculté-là, cette liberté de devenir qui nous caractérisait, devait être chaque fois préservée et voire accrue. Et nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où toutes nos réflexions, quelles que soient les technologies RNTIP, RNTIP, ou peu importe, en tous les cas on perdra tous, et ce qui va surgir nous surprendra tous et j'espère nous émerveillera. Nous avons des fondamentaux à défendre. Parmi ces fondamentaux, c'est cette nature de la personne humaine. Il y a une grande réflexion sur l'IP, de dire mais finalement c'est une sorte de flicage puissance X. D'ailleurs c'est signalé par les sites par un petit f. Bon, eh bien nous avons cette identité, cette humanité à défendre dans nos métiers, quel que soit qu'on fasse. Défendre le droit au mystère des individus. Défendre le droit au choix de soi des individus. C'est-à-dire, je choisis qui je suis dans la société sans que forcément une transparence me contraigne à être que mon passé pour garder ma liberté. J'ai aussi le droit à la neutralité du monde. Quand je vais sur un site de choix musicaux, très intéressant, formidable. Bon, on va me proposer un reflet de mon passé, un reflet de mes choix. Mais au final, ça me prive de liberté si j'ai pas accès justement à la surprise, si j'ai pas accès à quelque chose qui est désordonné et qui n'est pas prévu. Voilà. Donc, les machines dans tout ça, bien, si ça marche, leur vocation, ça sera de nous aider à être encore plus humains. Et c'est là où est notre enjeu. Bien sûr, elles seront là, les machines, on va pas les empêcher. Mais c'est à nous de savoir si nous nous affronterons à elles en cherchant à être plus des machines ou nous affronterons à elles en étant plus des hommes. Le cas des joueurs d'échecs est intéressant. Au siècle dernier, un joueur d'échecs a été battu par la machine. Ah, ça, c'était une grosse catastrophe morale. Bon, sachant que la machine était quand même programmée par des hommes, mais quand même. Ensuite, cette machine a été battue, mais ça, on l'a moins dit. Mais elle a été battue par qui? Par une équipe de machines et d'êtres humains. Qu'est-ce que l'être humain a aussi dans sa faculté de devenir permanent? Alors j'espère que j'aurai pas de mise en demeure, mais je dirais c'est la gestion du bordel. C'est-à-dire notre formidable capacité à survivre au désordre, à bricoler, et surtout à prendre des décisions sans information. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous. Chaque jour, on s'engage dans ce futur sans aucune information. Ça, on est beaucoup plus fort que la machine. La machine, elle dirait « je n'ai pas assez d'informations ». Ben, nous sommes vaillants. On prend des décisions incroyables sans quasiment aucune information. C'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est la sortie des routines, s'adapter au contexte inattendu. Voilà, et on peut démultiplier cette humanité par le réseau. Et c'est pour ça que nos radios gagneront. Toutes les radios qui sont là, tous qui sont là, nous gagnerons parce que nous sommes magiques, nous gagnerons par la magie. L'aquarium et l'océan, et je conclus là, en fait, cet océan,
Il est dans nos têtes, dans nos rêves, dans nos projets, dans notre capacité à aider les autres et à avancer ensemble. En fait, on a déjà gagné. Je vous remercie. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.